Bien, dernier sujet, nous parlons Togo, politique. Le président élu prête serment le 3 mai, c'est Faure Gnassingbé, qui a été déclaré élu à l'issue de la dernière présidentielle. On l'aura presque oublié, mais le Togo avait voté le 22 février. C'est vrai que le Covid a fait oublier tout. Le Togo avait voté le 22 février. Faure Gnassingbé est donné gagnant avec 70,78% des suffrages. Et dans une note de la Cour constitutionnelle, eh bien, le nouveau président va prêter serment le 3 mai prochain. Serment, Basile Abo, quasiment dans l'intimité, puisque situation sanitaire oblige. Situation sanitaire oblige, c'est vrai. Et donc, d'abord, on ne peut que féliciter le président élu, et on ne peut également que féliciter ceux qui l'ont accompagné pour cette élection-là. Et c'est vrai que d'ici le 4, l'ancien mandat prend fin. Oui. Il faudrait donc qu'il commence par rentrer en fonction immédiatement le 3 mai. Je crois que c'est dans la logique des choses. Et pour tous ceux qui ont vu comment les choses ont évolué dans notre pays, moi, par exemple, j'étais là, j'ai participé à un certain nombre de choses. Et quand on me dit que le président Faure Gnassingbé est élu, je me dis que c'est dans la logique des choses parce qu'on l'a vu battre campagne. On l'a vu sur le terrain. Cette fois-ci, tous ceux qui ont observé ce qui s'est passé pendant les élections ont vu le président Faure battre en campagne beaucoup plus que les autres années passées. Les autres années où on a eu des élections. Et cette année a été beaucoup plus décisive pour le président Faure Gnassingbé parce qu'on l'a vu même partout, dans les champs, partout, il a battu campagne. Et sur le terrain également, on a vu l'effet que la campagne a eu sur la population. Et parce qu'il y avait beaucoup de mesures que le président avait prises qui étaient en fonction, qui étaient sur le terrain. Et c'est sur la base donc de ces mesures-là, pour enrayer un tant soit peu la faim, enrayer un tant soit peu les problèmes endémiques que nous avons dans le pays. C'est sur ces bases-là que la campagne s'était axée. Oui. Et je crois que les populations qui ont voté dans ce sens-là ont su qu'en allant dans ce sens, le travail qui se faisait continuera par se faire. Et je crois que le travail a porté ses fruits et on ne peut que souhaiter bon vent au président pour le 3 mai prochain et que la population qui l'a accompagné à cette élection puisse également l'accompagner et pour que la mission qui s'est assignée puisse avoir une réussite. J'allais dire, c'est quasiment... Il n'y a pas de suspense dans ce qui va se passer le dimanche. Il n'y avait pas de suspense, en tout cas à mon sens, il n'y avait pas de suspense pour l'élection. Bon, il n'y a pas eu trop de suspense pour le résultat. Je pense que le suspense du résultat, il est venu du chiffre, mais je ne crois pas qu'il soit venu du résultat. Oui. Maintenant, bon, pour la prise de serment, je pense qu'il n'y a absolument pas de suspense. Ça va être très discret, très... Voilà. Parce que je pense que les gens ont d'autres préoccupations, ils ont d'autres... l'histoire du coronavirus a sapé tout ce qu'il y avait de dynamique économique. Les gens ont honnêtement d'autres préoccupations. Donc, mettons que même lorsque l'on voit la réaction, il n'y a pas un engouement spécifique il n'y a pas grand-chose à dire en réalité sur la prise de serment. D'autant plus que, en réalité... il n'y a pas eu de rupture en réalité, parce qu'on a son discours, on a ses prises de décision, on n'a pas eu un effet vacances qui tendrait à mettre en exergue après la reprise de service. Non, bon, donc, les choses sont... c'est vrai, c'est moi quand j'ai... en tout cas, c'est toute la difficulté que j'ai eu à préparer ce thème. Je me suis dit... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à dire? Il n'y a pas grand-chose. Peut-être revenir sur le contestataire, il n'en démord pas. Hein? Non, écoutez, le contestataire, c'est que la contestation ira à son terme parce qu'il n'y a pas une grande démonstration de ce que le contestataire est en train de demander. C'est-à-dire que ce que nous étions dit au départ, c'est que le contestataire arrive à démontrer effectivement que c'est lui qui a gagné. Et tout ce que nous avons entendu depuis le début des contestations jusqu'à ce jour ne sont que sur des supputations. Je m'excuse, sur des supputations parce que d'abord, au prime abord, ce contestataire, quand il a commencé, il nous a donné un résultat dans une fourchette. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit j'ai gagné, il dit j'ai gagné entre 50 et 60 et quelques pourcents. J'ai dit mais il faut qu'on soit honnête, ou c'est 50 ou c'est 67. On ne peut pas dire j'ai gagné entre
Donc c'est ça, c'est quand ça a commencé comme ça. Et après le contestataire est venu nous dire, ah ben puisqu'on ne sait même pas si c'est moi qui ai gagné ou bien si c'est le président Faure qui a gagné. Et donc on a un deuxième tour. J'ai dit, mais là, encore, il vient encore d'enfoncer le clou et il continue. Et maintenant, il est formel là-dessus. Et avant même qu'on proclame le résultat, ils nomment un premier ministre. Et après, ils nomment un ministre des Affaires étrangères. Et qui sont tous à l'extérieur du pays. Alors que des gens travaillent avec ce monsieur dans ce pays. Et je me demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas nommé quelqu'un qui est à côté de lui. Il a beaucoup de gens qui l'entouraient. Alors, dans tout ce méli-mélo, on comprend que le contestataire n'a pas une fermeté, n'a pas les pieds fermes. Et il ne s'appuie sur rien de concret pour pouvoir dire c'est moi qui ai gagné. Jusqu'à l'heure où on parle, jusqu'à l'heure même où on l'a amené devant la gendarmerie pour qu'il explique, il n'a pas pu apporter la preuve que voilà les résultats que j'ai. À chaque fois, on nous renvoie à cette fameuse histoire qu'on donne les résultats, bureau de vote, pas bureau de vote. Bureau de vote, bureau de vote. Moi, je me dis que les résultats ont été donnés, bureau de vote, pas bureau de vote, au niveau des CELI. Toutes les CELI ont les résultats, bureau de vote, pas bureau de vote. Et c'est ces résultats qu'ils ont compilés pour envoyer à la CENI à Lomé et que la CENI a proclamé les résultats. Et donc, si on veut avoir les résultats bureau de vote, pas bureau de vote, il suffit d'aller dans les CELI et de voir ce que les CELI ont compilé. Les résultats sont là. Le problème ne se posait même pas. Alors, les gens disent que c'est parce qu'on ne donne pas les résultats bureau de vote, pas bureau de vote. Et donc, c'est le candidat contestataire qui a gagné. Je dis, mais il faut qu'on soit logique. On est dans un pays où les gens réfléchissent. Nous ne sommes pas des gens qui n'ont pas été à l'école. Donc, je crois que cette contestation, et je me dis que c'est un peu de l'amusement, mais ça embête un peu le pays. C'est parce que les gens... ça aussi, il faut le dire, on est habitué. Hein, c'est un peu comme c'est la norme au Togo. Il faut faire une élection, il faut contester. Non, cette fois-ci, le contestataire est allé encore plus loin. Il dit, je suis le candidat élu. Et les gens sont autour de lui. Et il nomme un président. Et il s'en va, il fait un discours. Donc, c'est ça. C'est encore aller beaucoup plus loin. Moi, je dirais que c'est un peu une mode africaine. Après, personnellement, en ce qui me concerne, pour moi, tout a été plié au moment où il y avait la crise et qu'il fallait pour ceux qui marchaient aller à la table de négociation avec, entre griffes, certains parrains de la CEDEAO et qu'au moment d'aller à cette table de négociation, on a commencé à éplucher. C'est-à-dire, on s'est retrouvé avec une table où il n'y avait pas M. Tipi Achadam, où on n'avait pas les gens de la société civile qui ont fortement marqué ce mouvement, et ainsi de suite. Et petit à petit, on a commencé à éplucher. Dit non, ceux-là, non, en fait, ils n'ont pas le droit de marcher parce que eux, c'est la société civile. Bon, eux, ils n'ont pas le droit de. Et petit à petit, ça s'est épluché jusqu'au scandale de décembre avec les bakchiches pour Noël et tout, et c'est fini. Donc plus de suspense, les gens, voilà. Donc pour moi, mettons que s'il faut faire l'analyse de tout ce qui s'est passé, il faut remonter pour moi à 1 an, 2 ans, lorsque on a tout un Togo en ébullition avec des marches et avec, un gouvernement qui décide de prendre un certain nombre de décisions pour apaiser les gens. Je pense que les politiques togolais qui sont déçus de tout ce qu'il y a eu comme processus ont des analyses à faire par rapport à tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a une introspection à faire. On ne peut pas se réfugier dans le nom d'oiseau, les insultes, il n'a pas. Oui, mais il faut à un moment, il faut quand même une introspection, savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, où est-ce que le mur s'est fendu, de quoi l'adversaire a profité pour qu'on se retrouve dans un chemin qui est, grosso modo, le même type de chemin d'il y a 5 ans, 10, 15, 20 ans. Et à un moment, je pense que c'est une question, pour moi, d'honnêteté intellectuelle, quoi. Je pense que les acteurs politiques doivent voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Maintenant, ce qui est, pour moi, dramatique, c'est qu'à chaque fois, justement, que la population a été mobilisée, on a déploré des déplacés, on a déploré
des morts, on a déploré des blessés. Par exemple, je donne un exemple. Dans tout ce processus électoral, personne ne donne des nouvelles de Sokodé, de ses agglomérations, ou des déplacés togolais qui à un moment se sont retrouvés au Ghana. Que sont devenues ces personnes-là, les victimes, ceux qui ont perdu des proches? On n'a plus d'informations de cela. Donc c'est comme si c'était passé en perte et profit, et que bon, maintenant, voilà, moi c'est tout ça qui me fait un peu mal. C'est tout ça qui me fait un peu mal. Il y a toujours, moi je l'appelle un charme. Ce charme qui manque à la politique togolaise, c'est de voir une élection se dérouler normalement, où la prise de fonction du président élu, qui qu'il soit, réunisse tous les candidats finalement. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas au Togo? Dans le mal togolais, je crois que ça réside dans le fait que, Auris l'a dit tout à l'heure, les gens n'arrivent pas à, après une situation, s'asseoir ou réfléchir sur comment la situation a évolué. Qu'est-ce qui a fait que on est arrivé là et là? Tout ce que, par exemple, au niveau de l'opposition, on fait, c'est qu'on nous a volé. Et on nous a volé, et on ne nous volera plus. Comment faire pour qu'on ne vous vole plus? On ne se pose pas cette question. Et après, la classe politique s'effrite, c'est-à-dire que dans des divergences d'opinion, où les gens se donnent des coups, et chacun se disperse, et après, à l'approche d'une nouvelle élection, on fait comme si on peut encore se rapprocher, et malheureusement, on n'est vraiment pas proche avec le cœur, et on fait semblant à la population qu'on est proche. Et ce qui a encore fait bousiller les choses, c'est lorsque un prélat rentre dans le jeu et se comporte comme celui-là qui disperse les autres, c'est-à-dire qu'on donne des étiquettes aux gens à gauche, à droite, on leur dit vous êtes mauvais, vous êtes des judas. C'est ça qui a encore complètement bousillé tout ce qui pouvait rassembler l'opposition togolaise. Malheureusement, beaucoup ne veulent pas qu'on le dise. Malheureusement, c'est ça. Il faut le dire. Il faut dire la vérité telle qu'elle est pour que l'on puisse voir les problèmes, les circonscrire, les analyser et pouvoir sortir un résultat. La situation dans laquelle nous sommes au Togo donne l'impression que les gens ne savent pas comment jouer le vrai jeu politique dans une situation comme celle-là. Au lieu, il faut toujours dans chaque situation se recroqueviller et se poser des questions réelles, réalistes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment peut-on faire pour que ça marche désormais? On ne se pose pas cette question. On est volé, et puis allez, on marche peut-être pendant 5 ans, et puis après on revient. C'est ça qui est un peu malsain dans la politique togolaise. Après, je pense qu'il y a quand même... parce qu'il y a des frictions politiques et ainsi de suite. On peut le comprendre. Mais je pense que moi, personnellement, ce qui m'a marqué, surtout en ces temps de crise de Covid, c'est le manque de solidarité. Je m'explique. Par exemple, lorsque je prends le cas du Sénégal, à un moment, on a vu le président Macky Sall avec un certain nombre de représentants politiques qui ont fait bloc, parce qu'il s'agit d'une situation nationale. Il ne s'agit plus de savoir qui est de quel bord, qui est de... Non, bon, maintenant, ok, l'observation va se passer sur la gestion de la crise, quelles sont les projections, comment on peut en sortir, parce que justement, à ce moment-là, on prédit une hécatombe pour l'Afrique. Et la plupart des pays africains, on voit effectivement des hommes politiques qui font le jeu de taire un certain nombre de frictions pour aller dans pas dans une optique commune, mais aller dans une image de solidarité nationale qui pourrait un tant soit peu fédérer les populations, parce que chacun a un tant soit peu des partisans et tout. Mais au Togo, on n'a pas senti ça. Au Togo, ce qui m'a gêné, c'est que oui, il y a des choses qu'on reproche ainsi de suite, mais ce qui m'a gêné, c'est le fait que j'ai pas senti cette cohésion des acteurs politiques face à un enjeu national. Je n'ai pas senti, comment dirais-je, le leadership de ces politiques-là quand il s'agit de donner des idées, de mobiliser les gens. Je pense, même sur les réseaux sociaux, je n'en vois qu'un seul qui fait des posts de façon régulière, qui fait des propositions,
qui accepte même de se faire percuter, insulter, contredit et tout, et qui continue à maintenir une certaine discussion, une certaine... Et moi, j'aurais voulu voir les acteurs politiques, un tant soit peu leur cellule, être dans cette dynamique-là, dans une dynamique où, au-delà de ce qui peut nous diviser, à un moment clé de l'histoire, on fédère. Parce qu'il s'agit actuellement pour le Togo de reconcevoir sa manière de s'organiser, de reconcevoir même sa manière d'être gouverné. Parce qu'en réalité, tout à l'heure je venais, il y a un frère qui me dit « Ah, tu sais, au Togo on est 7 millions. Si on avait tenu compte de l'hécatombe qu'on nous prédisait, où on parlait de 200 000, on va ramasser les morts dans la rue, tout ça, mais en quelques semaines, le Togo, il a plus d'habitants. » Donc moi, j'aurais voulu sentir un État qui fédère, mais aussi des hommes politiques qui acceptent d'être fédérés. Parce qu'en réalité, dans la gestion de cette crise, on a besoin de tout le monde. On a besoin des politiques, on a besoin des mécaniciens, on a besoin des aidemans, on a besoin des médecins. Je donne un exemple, la fois dernière, moi ça m'a fait mal. On a au Togo des Fab Labs. Et on a des jeunes qui ont essayé d'inventer un respirateur. En Inde, on a les mêmes Fab Labs qui ont inventé des respirateurs avec les données en libre circulation sur le net. Mais j'aurais voulu voir un État. Ah oui, mais vous avez inventé un respirateur. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on doit le produire? Est-ce qu'on doit l'expertiser? Est-ce qu'on doit mettre une norme? Je ne vois pas. J'ai vu, toute une série. Après, le problème de l'Afrique un peu, c'est ça. C'est-à-dire, on ne sait pas dire merci, on ne sait pas dire félicitations aux gens quand ils le font. Quand les gens ont commencé à dire non, il n'y a pas de masque, les masques ne sont pas bien, tout ça, mais c'est toute une partie de la population togolaise, des tailleurs, des couturiers, tout ça, qui ont commencé à faire des masques. J'aurais voulu voir des politiques, un État qui, à un moment, organise des cellules pour une production effective de masques efficients au Togo avec des normes fixées. Il y a plein de choses qui auraient pu être faites à condition que l'on sort de ce truc statique où on est, chacun se méfie de l'autre, chacun... Voilà, par exemple, là, je donne un exemple, au moment où on va parler de l'investiture du chef de l'État qui n'est pas extrêmement médiatisé. Il y a quelques jours, on a parlé de M. Agbeyome qui était au palais de justice. Bon, c'est-à-dire on maintient le fil de la rancune, le fil de la friction politique qui est censé tenir en haleine toute la population, alors que la population a d'autres défis à relever. Oui, le mal dans ça, c'est que nous sortions à peine de cette élection où des problèmes sont survenus, où quelqu'un conteste avec vigueur les résultats, quand brusquement nous sommes rentrés dans le truc de Covid-19. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de souffler, de respirer sur l'après-élection, et nous sommes rentrés. Et tu sais, la méfiance dont vous êtes en train de parler, elle est réelle. Qui des politiques aujourd'hui, des leaders politiques aujourd'hui va dire, Monsieur le Président, bien, le problème est là, il faut qu'ensemble, on dira à la population de lui lancer des pierres parce qu'il reconnaît le président élu. Pas le démocratiquement, comme on est en train de lire sur les réseaux sociaux. Et il reconnaît le président élu, c'est pourquoi il accepte d'aller discuter avec lui. Alors, chacun se méfie. C'est pas à moi qu'on va lancer la pierre, c'est pas à moi qu'on va... Donc, c'est ça qui fait un peu machin, comme si les gens ne veulent pas s'intéresser à la chose et pour aller ensemble devant la chose. C'est ça. Notre mal, c'est que à peine nous sommes sortis, le Covid-19 est venu nous rencontrer en chemin et il n'y avait même plus le temps pour les gens de digérer ce qu'ils ont dans leur cœur et de faire face ensemble à ce Covid. Ça aurait été qu'il y a 6 mois, nous avons passé les élections. Il y a 1 an, nous avons fait les élections et nous sommes rentrés dans ce Covid. Puis allez voir ce qui allait se passer. Les politiciens allaient vraiment jouer leur partition de la chose. Mais à peine nous sommes sortis de cette élection, dont le problème est encore brûlant, que nous sommes rentrés dans cette affaire. C'est pourquoi je crois que les politiques n'ont pas pu vraiment s'organiser pour aller à ce truc auquel on devait aller. Mais dans ce cadre-là, ça veut dire que ils ne méritent pas d'être politiques. Parce que justement, la volonté d'être politique, c'est la volonté de vouloir assurer un leadership.
Et quand au niveau de la population, on a des gens qui, au final, s'organisent eux-mêmes sans qu'il y ait un tant soit peu une étincelle de leadership, c'est que ces politiques sont caduques. Parce que quand je prends par exemple le cas des masques, quand je prends par exemple le cas de certains dons qui ont été donnés, beaucoup, ce sont des particuliers togolais, ce sont des entreprises togolaises, ce sont des gens qui se sont levés pour dire ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai eu des gens qui m'ont appelé de l'Europe, qui m'ont dit aux Russes, mais ok, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire bon, comment on s'organise? Et c'est là où je trouve, pour moi, c'est pour moi ça qui a été si les politiques togolais, en l'occurrence même le gouvernement, ont raté un coche, pour moi, ça a été ça. Ça a été le fait de pouvoir à un moment, à un instant donné de l'histoire du Togo, d'une histoire internationale que le Togo d'une histoire que le Togo va partager internationalement, de pouvoir saisir cette occasion pour, au-delà des querelles politiques, fédérer les Togolais sur des questions bien définies. Comment est-ce qu'on va organiser l'agriculture? Comment on va réorganiser, je sais pas moi, l'éducation? Comment on va intervenir pour poursuivre un certain nombre d'investissements? Les masques, comment dirais-je, les désinfectants, comment on organise, comment on appelle l'hôpital. À chaque niveau de défi où les politiques auraient pu faire preuve de leadership, auraient pu faire preuve de, comment dirais-je, de vastes conciliabulants entre la population, entre les secteurs. Je vais donner un exemple banal. Sur le net, il y a un jeune Togolais qui a inventé une porte qui désinfectante. Oui. C'est un Togolais? C'est Togolais. C'est un jeune Togolais qui l'a posté. Il a rien, il n'y a pas rien. C'est-à-dire, c'est étonnant, c'est étonnant. C'est-à-dire, il n'y a pas à un moment, comment dirais-je, que ça, un politique ou des trucs qui aurait pu dire non, rien. C'est-à-dire, c'est fou, rien, absolument rien. Le problème, c'est que sur nos réseaux sociaux, il y a tellement de choses qu'on se pose même la question de savoir. Oui, mais ça veut dire alors justement, il y a toujours problème de leadership. Ça veut dire qu'il n'y a pas une cellule de communication, une cellule d'expertise qui à un moment recense par secteur ce qui peut être pertinent pour la crise. Les Fab Labs, on l'a au Togo, les imprimantes 3D qui auraient pu fabriquer même les visières en plastique. Mais on peut le faire. Les masques, on peut le faire. Normer les masques, normer les gels hydroalcooliques, le savon, le javel, on peut le faire. Lorsqu'on a pris, par exemple, l'hôpital du CHL, et que, par exemple, je prends par exemple cet hôpital, très sincèrement, cet hôpital, on a combien de malades, on a combien de cas déclarés? On n'est pas comme l'Afrique du Sud, on n'a pas la centaine. Ça veut dire que l'entretenir, faire qu'il soit propre, mettre une cantine, mettre, je sais pas moi, une cellule de, je sais pas moi, comment on appelle ça, de lavage à sec qui un tant soit peu va on peut le faire. On peut le faire. On va s'y construire. On va revenir au serment du président de la République. C'est donc le 3 mai. Il aura de nouveaux défis? Oui, puisque le candidat a fait beaucoup de promesses. Et je crois que c'est à partir donc de son entrée en fonction que les promesses qu'il a essayé donc de montrer aux populations vont commencer. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Par exemple, je crois, il y a la césarienne, la gratuité complète de la césarienne. Et puis, les femmes enceintes seront suivies sans frais du début donc de leur jusqu'à la fin. Et les naissances n'auront plus... on n'aura plus à payer de frais pour déclarer la naissance. Ça, j'ai pas compris parce que je le disais sur plusieurs plateformes. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai jamais payé pour avoir leur acte de naissance. Tu n'as rien payé là? Non. Pour les signer? Non, du tout. Et les timbres, tout ça là, tu ne l'as pas acheté. On te dit maintenant tu auras les timbres sans payer. Parce que je me rappelle encore, le deuxième, il aura 4 ans, le 11 mai. Je demandais à l'agent, mais qu'est-ce que je paye? Il me dit rien. Il y a 4 ans de cela. Donc, quand ça revient comme promesse, j'ai du mal à comprendre, j'avoue. Ouais, peut-être il y a un aspect, qui était payant, moi, je ne sais pas. Et qui ne sera plus payant. Peut-être il y a un aspect. Le tout, c'est que nous verrons dans les jours à venir le déploiement de toutes ces promesses-là pour qu'on apprécie ce qui moi, le problème qu'il y a avec un certain nombre de promesses, quels que soient les candidats, c'est même pas spécifiquement pour les promesses du chef de l'État, tout ça. Mon problème avec les promesses, c'est que ce sont des promesses qui ne sont pas expertisées. C'est comme l'année où on a dit la gratuité de l'école.
Bon, alors, dire la Et gratuité, quand le maire est gratuite, là. c'est bien, bonne mesure, mais qu'en est-il des infrastructures? Qu'en est-il des enseignants à recruter? Qu'en est-il des bâtiments? Qu'en est-il des outils didactiques? Voilà. Ça, Donc, c'est des défis, c'est voilà. des défis. Donc, est-ce que, par exemple, au niveau du cursus, est-ce qu'il est, est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait des vocations qui se manifestent? Il y a toutes ces questions-là. Non, le président a dit ça également. Non, il le dit. Il y aura. Mais est-ce que actuellement le jeune Togolais, son rêve est d'être enseignant? Et le jeune Togolais, ils sont pas mal payés, hein, il ne faut pas l'oublier aussi. oui, mais quand par exemple vous vous levez, vous allez dans certains, moi je vais dans certains, comment on appelle, établissements publics. Bon, il faut dire que ceux qui y travaillent, ils ont du cran, quoi. Ou bien quand vous allez dans certains dans certains endroits, il faut vraiment avoir du cran, parce que le nombre d'élèves, la salle, le cursus, le programme, les outils didactiques, ainsi de suite. Donc pour moi, dire comme ça, c'est bien, mais en réalité, la politique même, elle doit venir d'un soubassement. Il y a un soubassement qu'il faut faire. Bon, moi je vais dire une phrase pour que elle va un peu choquer, mais nous étions censés fêter notre 60e de l'indépendance. Si vous descendez dans la rue, vous avez encore des enfants qui vont vous dire Yovo, Yovo, bonsoir, ça va bien, merci. Non, mais le Yovo est toujours Yovo, ça va bien. Voilà, non, pas parce que mais nous sommes indépendants 60 ans non, que les enfants ne vont pas voir le Yovo, ça va bien, merci. Oui, non, mais justement, ça veut dire qu'il y a une certaine perception par rapport au monde, par rapport à l'éducation, par rapport à un certain nombre de valeurs. Ouais. Et je pense qu'il appartient à l'État de fisser les bases qui vont permettre l'émergence d'un citoyen nouveau. Et c'est pour ça, pour moi, tous les acteurs politiques, ils doivent quand même avoir, au-delà du mécanisme de faire des promesses, avoir une certaine base idéologique. Une base où on se projette et on élabore maintenant une politique qui va vers... En tout cas, on va suivre de près la cérémonie. Oui, l'évolution des choses. Parce que la cérémonie, elle est déjà acquise. Oui, dimanche. Et donc, après ça, on verra. Je doutais fort que Faure Gnassingbé lui-même ait imaginé une cérémonie avec 70%, son meilleur score depuis qu'il fait... C'est le Covid. Qu'il a imaginé une cérémonie en toute intimité comme ça. C'est le Covid qui nous a confinés, on ne peut rien faire. Et nous avons fêté les 60 ans de la façon dont nous avons 60 ans fêtés en 5 minutes. On va se rattraper pour les 65 ans. Inch'Allah, on continue fortement par prier Dieu pour que ce mal puisse partir le plus rapidement possible. Merci Basile Agbo d'être passé. Merci Horus Donkovi. Merci, c'est un plaisir. Merci à tous. Merci à tous également de nous avoir suivis. À demain.